Une deuxième session de questions et réponses. Encore une fois, on touche à tout. Qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Hewlett Packard? Eh bien, je vous donne en mille le condensateur électrolytique. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Un gros merci à ceux qui ont pris le temps d'envoyer des questions. Continuez à m'en faire parvenir. Je vous présente celles que je trouve les plus pertinentes aux bidouilleurs qui me suivent. Plus je recevrai de bonnes questions, plus les sessions seront intéressantes. Alors on y va. Une question qui fait suite à ma vidéo numéro 18 sur les protections antistatiques. Elle vient de Nassim Kortokus. Pensez-vous que les bracelets antistatiques sont vraiment obligatoires à porter lors de réparations électroniques? Et quand est-ce qu'il faut les porter exactement? Car moi, je les garde tout le temps autour de mon poignet. Ben, c'est bien. Je vais reformuler ici quelques phrases, donc l'information que j'avais fournie dans la vidéo numéro 18 sur les protections antistatiques. Au travail, dans les labos, on est tous en permanence en contrôle des décharges électrostatiques. On porte des sangles, comme celle-ci, sur nos deux pieds. Le plancher est dissipatif et nos fauteuils dissipent aussi les charges. On vérifie nos protections à chaque fois qu'on accède au labo. Comprenez que dans ce contexte, il y a des millions de dollars en jeu. C'est aussi donc une question de fiabilité à long terme pour les produits qu'on fabrique. À la maison, quand on bidouille, on peut relaxer un peu quand même. Lorsque je manipule des appareils complets, des instruments de mesure, que je les interconnecte, j'ai moins tendance à enfiler le bracelet. Okay? Lorsque je touche à des composants discrets ou faits de semi-conducteurs qui sont réputés sensibles aux décharges électrostatiques, j'enfile mon bracelet. Si j'utilise mon fer à souder, à moins que ce soit juste pour mettre de l'étain sur un fil, bien, je mets mon bracelet. Essentiellement, tous les semi-conducteurs faits de technologie MOS, Metal Oxide, donc comme les microprocesseurs, la mémoire, les transistors à effet de champ, les composants radiofréquences, tous ces composants sont sensibles au DES. Les transistors bipolaires du type PNP, NPM et les diodes classiques sont sensibles au DES, mais dans une moindre mesure. Okay? Mais il n'y a pas de zèle à avoir avec les composants passifs, comme résistance, condensateur, commutateur, etc. Si vous avez développé le réflexe d'enfiler le bracelet à chaque fois, ben c'est excellent. Continuez, pas de problème. Vous êtes assuré d'avoir le contrôle des décharges antistatiques. Et surtout, rappelez-vous que dans les périodes de l'année où l'air est beaucoup plus froid, comme par exemple en hiver ici, au Canada, l'air est beaucoup plus sec. Donc, c'est plus propice au développement d'accumulation de charge. OK. Une autre question, dans la même veine, d'un internaute dont je tairai le nom pour des raisons évidentes. La question est, j'ai un bracelet antistatique conçu pour être porté sans la pince à ligator. Est-ce qu'il est efficace? Bon. J'en vois qui sourit. Il y a beaucoup de gens qui se posent cette question-là. Je présume ici que vous faites référence à ces bracelets antistatiques sans cordon, disponibles d'Asie habituellement, achetés sur eBay par exemple. Eh bien, ces bracelets sont une attrape-nigo tout simplement. C'est dommage à dire. Dites-moi, quel chemin les charges électriques prendront-elles pour se dissiper? Il n'y a rien de magique dans la dissipation des charges électrostatiques. On a besoin d'un conducteur vers un point commun, la masse dans ce cas-ci. Pas de conduction, pas de dissipation. Ouvrez le boîtier de ce bracelet juste pour le plaisir. Vous trouverez sans doute à l'intérieur une résistance de 1 mégohm reliée à rien. Question de mystifier les acheteurs un peu plus. Cette sangle, ce bracelet, que bon pour la poubelle. On oublie ça, au prix que ça coûte, on s'en achète un autre, tout simplement. Une autre question maintenant, de Éric Leroux.
Comment est-ce possible, dans un pont de diode ayant en entrée une source de tension alternative de 60 Hz ou 50 Hz, qui comporte donc une alternance positive suivie d'une alternance négative, comment est-ce possible de sortir que les alternances positives? Comment d'une alternance négative, on peut se retrouver avec une alternance positive, puisqu'a priori, la tension est négative pendant la demi-période? Bon, ben, de quelle tension négative parlez-vous? Négatif par rapport à quoi? J'espère que ça vous rappelle quelque chose, si vous avez vu ma première session de questions. Attention, ce n'est pas parce que les polarités sur le secondaire du transformateur sont inversées la moitié du temps qu'il n'y a rien à faire durant ce temps. C'est vrai que ce n'est pas intuitif à première vue, mais c'est grâce au travail des diodes. Elles agissent comme des commutateurs synchronisés, unidirectionnels, synchronisés au signal de courant alternatif. On va analyser ça sur le tableau blanc. Bien, d'abord, à gauche, on a notre transformateur qui transforme la tension du secteur, qui en fait abaisse la tension du secteur et isole notre côté secondaire. C'est donc une source flottante de courant alternatif au secondaire. Pour comprendre le fonctionnement d'un tel circuit, il faut diviser le cycle alternatif en deux et analyser le courant pour ces deux alternances. Donc, la moitié du temps, le potentiel est plus élevé en haut qu'en bas sur le secondaire. Suivons le chemin du courant pour ce cas-ci où le potentiel est plus élevé en haut. Alors, on rencontre dans le chemin, comme ça, deux diodes, une avant la charge et l'autre après la charge. Et si vous remarquez bien, ici ça passe, ici ça passe pas. On passe dans la charge, ici ça passe pas. Et on retourne au transformateur. Bon. Alors, si vous remarquez le sens du courant, on aura donc une tension plus élevée en haut, ici, sur la charge, qu'en bas. Donc, un potentiel plus élevé, je devrais dire. OK, là, on a vu un des deux sens. Maintenant, je vous montre la deuxième alternance. Lorsque la tension, ou si vous voulez, le potentiel est plus élevé en bas qu'en haut sur le secondaire, suivez le chemin bleu cette fois-ci. On rencontre une première diode, ici ça ne passe pas. On s'en va dans notre charge. En haut, encore une fois, on passe à travers la charge, on retourne, on passe à travers une autre diode, ici ça passe pas. Et on retourne à notre enroulement du secondaire. Donc, on aura sur notre charge, pour les deux alternances, je les montre, on aura notre tension positive en haut et notre tension plus négative en bas. Donc, différence de potentiel toujours dans le même sens. D'où le graphe, si vous voyez, en haut ici à droite, qui montre les deux alternances, dont une des deux a été rabattue du côté positif, tout simplement. Alors, vous venez de comprendre comment, en regardant les deux alternances, passer dans le pont de diode, comment on peut obtenir une tension seulement positive, si vous voulez, par rapport à notre référence. Donc, il y aurait bien sûr, par la suite, du filtrage. Donc, on mettrait un condensateur de filtrage pour aplanir ces deux bosses. On obtiendrait une tension CC, donc positive, si bien sûr on fixe notre 0 à ce point-ci. On aurait un bloc d'alimentation positif. Est-ce que c'est assez clair? On pourrait en faire un bloc d'alimentation négatif si on fixait plutôt notre point de référence ici. D'accord? C'est pas si compliqué comme vous voyez. Les diodes conduisent 2 par 2. Dans les deux cas, le courant passe dans le même sens, dans la même direction, dans la charge, tout simplement. OK. Alors, maintenant, question suivante de Pascal Sapin. Peut-on régler ou décaler la bande passante d'un microphone électret, donc une capsule
qu'on appelle microphone électret ou à condensateur. Est-ce qu'on peut simplement décaler cette bande passante-là ou la modifier? Bon. Alors, on va ici à la base des microphones. Les capsules microphones à électret sont comme toutes les cartouches de microphones sur le marché, peu importe la technologie. Elles ont une courbe de réponse en fréquence qui est fonction de leur construction interne, qui est propre à chaque cartouche. On ne peut pas changer cela, ce qui se passe à l'intérieur de la cartouche. C'est pour ça qu'il existe une foule de variations dans la construction d'éléments de microphone. Toutes sortes de techniques pour modifier le son, simplement par la construction interne, la grosseur des membranes, ainsi de suite. Le nombre de spires sur la bobine à l'intérieur, écoutez, c'est le type de matériau utilisé, la force avec laquelle la membrane est tendue à l'intérieur, et ainsi de suite. Donc, concevoir un microphone, c'est un art difficile à maîtriser. On laisse ça en général aux pros. Vous pouvez vous amuser, si vous voulez, à essayer de construire des microphones, mais en général, on laisse ça aux pros. Maintenant, on peut bien sûr agir en aval, donc autour de la cartouche, par compensation, si vous voulez. Encore une fois, on regarde le tableau. On a une capsule à électret ici à gauche et son courant de polarisation est fourni à travers la résistance R ici. Bon, il y a un condensateur de couplage duquel on extrait l'audio, eh bien, que j'appelle CC ici. Ce condensateur aura évidemment un impact sur les graves. Plus la valeur de ce condensateur sera faible, plus les graves seront atténués. Ben, c'est normal, un condensateur, évidemment, son impédance diminue en fonction de l'augmentation de la fréquence. Plus on va en fréquence élevée, plus son impédance est faible et devient comme un fil, finalement. D'accord? Si on peut dire ainsi. Donc, si on regarde maintenant un autre condensateur qu'on pourrait placer ici, au travers du signal audio, que j'ai appelé CD, c'est un condensateur de découplage. Alors, celui-là aura l'effet inverse, soit d'atténuer les aigus. Plus sa valeur est élevée, plus les aigus seront atténués. Donc, on peut jouer un petit peu avec des composants externes pour modifier le son. On pourrait aussi construire un circuit actif de filtrage plus complexe autour de la capsule, mais ça ne modifiera pas la courbe de réponse caractéristique de la capsule elle-même. D'accord? La dernière chose qu'on peut mentionner, c'est que je pourrais aussi remplacer les condensateurs par des bobines, des inductances. Mais pourquoi? Des inductances, en général, pour avoir l'effet similaire, on va aller dans les millihenries, et plusieurs millihenries. Donc, on risque d'avoir un composant qui est assez gros comparé à un petit condensateur. Donc, en général, on oublie les inductances et on travaille avec des condensateurs. Mais c'est possible de le faire. OK? Bon, question suivante. Celle-ci de Pierre Boulot. Il se vend maintenant des Power Pack LiPo, donc une banque de piles au lithium polymère, de 12 volts, 16 800 mAh. C'est un bon bloc, hein? Un bon bloc de piles. Apparemment pouvant fournir 600 ampères en pointe pendant 3 secondes. Comment trouve-t-il cette capacité de 16 800 mAh alors qu'il y a 3 éléments de 5600 mAh montés en série, ce qui ne fait que 12 volts, 5600 mAh? Bien, vous avez tout à fait raison, Pierre. C'est du marketing pour ignorants, tout simplement. C'est un type de mensonge, j'appelle ça un mensonge, provenant souvent des pays d'Asie, malheureusement. Ça converge toujours de là. Et donc, mon conseil, ne croyez pas les spécifications de piles provenant, par exemple, de la Chine ou des pays connexes. C'est d'expérience que je vous dis ça. Sauf peut-être le Japon, bien sûr. Bon, voyez ma vidéo numéro 25 comme exemple, où là, je faisais l'analyse d'une fameuse batterie bleue au lithium-ion. Lorsqu'on place 3 piles identiques en série, hein, ben, on obtient la somme des tensions des batteries. Mais c'est le même courant,
c'est le même courant, le même débit d'électrons finalement, qui circule d'une batterie à l'autre. C'est donc clair, au vu de ce circuit, que ça n'aura aucun effet multiplicateur sur la longévité de la banque de batteries. D'accord? Sur la capacité de cette banque de 3 batteries. Pour obtenir 12 volts à 16 800 mAh avec les éléments dont vous avez fait mention, 5600 mAh, il faudrait 9 batteries du même type, pas 3. Donc, 3 banques de 3 batteries en parallèle. Les 3 banques étant connectées en série. C'est incroyable ce qu'ils peuvent dire pour vendre leur camelote. Au niveau des batteries, soyez très, très, très attentifs et ayez beaucoup de doutes. OK? Quant aux 600 ampères en passant, vous ne le demandez pas, mais je vais quand même faire un commentaire là-dessus. Le 600 ampères pour 3 secondes, si on brasse les chiffres de toutes les façons possibles, par produits croisés, en utilisant les capacités de la batterie, soit de 16 800 ou de 5600, mais ramené sur 3 secondes, ça ne fonctionne pas. Les valeurs sont plus grandes que ce qu'ils fournissent. Donc, c'est attendu de toute façon, car une batterie n'a pas un comportement totalement linéaire de toute façon. Et surtout pas à des courants extrêmes comme par exemple 600 ampères. C'est donc un acte de foi que vous faites. Mais leur faites-vous vraiment confiance? 600 ampères, c'est beaucoup de jus. J'aimerais bien voir le calibre des fils utilisés dans la construction de la batterie en question. D'après moi, il y aurait de quoi rigoler un petit peu. Bon, et bien voilà, on s'arrête ici. J'espère que vous avez apprécié cette session. Continuez, comme toujours, à me faire parvenir des questions. C'est vous qui, par les questions soumises, influencez en quelque sorte vers quels aspects et avec quel niveau de difficulté technique je construis ces sessions. Alors, merci beaucoup, merci à l'avance et à la prochaine!